Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver en ce jeudi 27 septembre 2018. Nous sommes là pour partager une fois de plus quelques heures de télévision. Je suis persuadé que vous allez aimer. Retenez simplement que demain, on sera vendredi, ça va être le vendredi de la culture et de la société. Et par ici, nous allons recevoir un grand homme de télévision béninoise. Il va nous revenir avec sa très belle émission. C'est bien sûr Week-end Matin. Il sera notre invité demain. Il sera peut-être, je dis bien peut-être, sur le fil rouge. En attendant demain, aujourd'hui, nous sommes jeudi et c'est le jeudi de la politique. C'est toujours avec la même belle équipe depuis lundi dernier. Awa Sherif, bonjour, bienvenue. Bonjour Serre, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi et vous le savez bien, nous tendons déjà vers la fin de la semaine, mais un jeudi politique par ici. Restez avec nous pour un programme alléchant. Retour aujourd'hui dans la politique sur la 73e, bien sûr, session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et vous le savez, les dirigeants du monde, ils sont à New York actuellement. Ils s'expriment tous à la tribune. Et pour sa toute dernière participation à cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président congolais a eu des mots très durs mardi dernier. Joseph Kabila, s'il faut le rappeler, a dénoncé l'ingérence des Nations Unies et surtout de certains États dans les affaires intérieures des pays et demandé surtout le départ de la MONUSCO. Alors, question, est-ce que l'ONU va un peu trop loin? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos débatteurs qui vont venir au forum de discussion. Et comme tous les autres jours, vous le savez, nous avons une question pour vous. Une question pour vous également. Comme le président Joseph Désiré Kabila, pensez-vous que l'ONU s'ingère trop dans la politique intérieure des États membres? Comme le président Joseph Désiré Kabila, pensez-vous que l'ONU s'ingère trop dans la politique intérieure des États membres? Allez-y, vous pouvez interagir avec nous via Facebook ou Twitter ou encore sur notre compte WhatsApp, c'est le 61 19 88 88. Et puis nous sommes jeudi par ici, comme tous les autres jeudis. Nous aurons un invité dans l'instant politique. Aujourd'hui, Mesme Adisso va recevoir pour vous Edmond Zissou. Il est député à l'Assemblée. Vous le savez bien sûr, il est originaire, bien sûr, du PRD. Le PRD qui fond désormais dans Dynamique Unitaire. Alors, quels sont les accords et quels sont les principes? Il va pouvoir en discuter avec Mesme Adisso. C'est dans l'instant politique, c'est tout à l'heure. Et nous n'allons pas seulement parler politique par ici. Tenez-vous tranquille, nous allons parler du code de la route. Nous allons vous rappeler avec notre invité les règles de la priorité, la signalisation lumineuse tricolore. Restez avec nous pour cette découverte une fois de plus. Demain, ça va être le 28 septembre. C'est la journée mondiale contre la rage. Nous allons recevoir un docteur vétérinaire avec lui. Nous allons faire le tour de la question de la rage, cette zoonose qui est très mortelle, dit-on. Il sera là, il va nous en dire davantage. Alors, avant tous ces rendez-vous, nous allons voir quel temps fait-il avec ce bulletin météo de nos confrères de BB24.
C'était donc le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de BB24. Tout de suite, place au flash d'information, une réalisation de Rebecca Kinjaoundé. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à nouveau dans ce flash d'information. On démarre par cette actualité, la 113e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui se tient à New York, aux États-Unis. Depuis le 23 septembre dernier, le président Patrice Talon et quelques membres du gouvernement y participent. Au nombre des événements marquant cette 113e session, le programme 2030 pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Nous avons procédé à des analyses pour voir ce qu'il faudrait pour ces pays, pour atteindre les ODD d'ici 2030. Bien sûr, nous ne sommes pas compétents dans tous les domaines, donc nous avons choisi 5 sujets précis. D'abord, éducation, ensuite santé, troisièmement, eau et assainissement, quatrièmement, route, cinquièmement, électricité. D'une bonne nouvelle à une autre, mais cette fois-ci, on revient au Bénin, précisément à Djegbadji, dans la commune de Ouida. Élèves et enseignants de cet arrondissement pourront désormais étudier en toute quiétude, sans risque de s'exposer aux intempéries. Et pour cause, la Fondation Claudine Talon a érigé 2 modules de 3 classes équipés avec direction et magasin, des toilettes modernes, un point d'eau, le tout sécurisé par une clôture. Ce village retiendra votre nom comme celui de sa marraine et de sa bienfaitrice. Recevez ici l'expression de notre gratitude, appuyée de notre ferme engagement à faire de ce joyau un précieux patrimoine à entretenir et à léguer aux générations futures. Direction Nati Tengou. Ici, on célèbre l'excellence. Les meilleurs élèves du lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou, ont été primés pour leur brillance aux examens de fin d'année. C'était à l'occasion de la visite de l'autorité de tutelle, le ministre de la Défense. Je suis en mission pour le chef de l'État qui a demandé de faire la promotion de l'excellence. La promotion de l'excellence commence par les plus jeunes, donc vous, enfants de troupe. Et puis, on chausse nos crampons, direction le sud du Bénin, précisément à Diakotomé, où se déroule le tournoi Pascal Essou. Au total, 19 équipes logées dans 4 poules participent à la compétition. Le match d'ouverture a opposé Aplaroué FC à Girafe FC de Koulékamé. Au score final, l'équipe Girafe FC de Koulékamé remporte la partie. Une initiative du député Pascal Essou. C'est une initiative de l'honorable pour encourager la jeunesse dans ses efforts d'accompagner le président Talon dans le développement du sport roi, le football au Bénin. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci à vous également, Rebecca Kinjaoundé. À l'instant, c'était donc le flash d'information, Serge. Oui, c'était le flash. Merci Rebecca. On vous retrouve donc demain. Vous passez un excellent jeudi. À suivre tout à l'heure la revue des titres des quotidiens qui nous sont parvenus. Mais avant, on marque une courte pause et on vous retrouve juste après. Chaque vendredi, les artistes adoucissent nos mœurs. Roots, votre magazine de divertissement. C'est tous les vendredis à 21h sur l'ORTB, la télévision du service public.
de retour. La revue des titres, ce sera donc tout à l'heure autour de 7 h, n'est-ce pas Serge? Bien sûr, ça va être autour de 7 h, la revue des titres des quotidiens qui sont parus ce jeudi 27 septembre 2018. En attendant, on vous rappelle la question du jour. Comme le président Joseph Désiré Kabila, pensez-vous que l'ONU s'ingère trop dans la politique intérieure des États membres? Comme le président Joseph Désiré Kabila, pensez-vous que l'ONU s'ingère trop dans la politique intérieure des États membres? Laissez-nous vos messages, vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous sur nos divers canaux d'ores et déjà ouverts. Il s'agit de Facebook, de Twitter ou si vous préférez WhatsApp, on vous le rappelle, c'est le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et à propos de l'ONU, que nous dit-il le sage? Que nous dit-il le sage par rapport à l'ONU? L'ONU est un miroir grossissant de l'opinion internationale. S'y reflètent jusqu'à l'excès les espoirs et les angoisses des États et des peuples. Brutus Gali, je reprends pour vous. L'ONU est un miroir grossissant de l'opinion internationale. S'y reflètent jusqu'à l'excès les espoirs et les angoisses des États et des peuples. Brutus Gali. Boutros Ghali, qui, il faut le rappeler, a été secrétaire général des Nations Unies. Il est égyptien. Il est décédé en 2016. Et puis, c'est à lui que nous empruntons aujourd'hui ces propos de sage. L'ONU, dit-il, est un miroir grossissant de l'opinion internationale, s'y reflète jusqu'à l'excès. C'est important de le savoir, s'y reflète jusqu'à l'excès, dit-il, les espoirs, mais en même temps les angoisses des États et des peuples, bien sûr. Allez-y comprendre quelque chose. Nous allons rester collés donc à l'ONU. Aujourd'hui, on va revenir sur cette 73e session de l'Assemblée générale qui s'y déroule avec ses propos, vous le savez, ce coup de tonnerre du président congolais qui participe pour la dernière fois, puisqu'il n'est plus candidat à sa propre réélection, il faut pouvoir le rappeler. Lui qui trouve que l'ONU et puis certains États s'ingèrent un peu trop dans les activités de son pays. Enfin, il promet tout de même, une fois de plus, il l'a rappelé à foison, il promet des élections paisibles et surtout sécurisées dans son pays, un pays aussi gros qu'un continent. Allez, on va prendre d'abord une pause, le temps de revoir, bien sûr, sur notre conducteur qui doit pouvoir venir. On se retrouve dans une poignée de secondes. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Débarrasser de moi? Ici, c'est le boulot. Si tu as besoin de me voir, tu prends désormais rendez-vous auprès de ma secrétaire. Ta secrétaire? Si s'amuse à nier la paternité de l'enfant, je lui en voudrais pas. Mais de toute façon, je le garde mon ventre. Bonne journée. Deuxième bureau. Non. Chris, non. Tous les lundis et mardis à 19h20. Non. Non! Ce qui m'embête chez toi, c'est que chaque fois qu'on passe à l'acte, tu trouves toujours des astuces pour m'estorquer de l'argent. Je connais ce genre de filles. C'est des chercheuses d'histoire. Tant que les autres sont heureux, elles font tout possible pour les casser. Hmm?
Nous voilà donc de retour, hein. Nous sommes jeudi et puis comme nous avons démarré pour cette saison, on vous l'a annoncé, on va faire de la sécurité routière. On va se mettre donc sur nos routes et retrouver notre moniteur d'auto-école avec qui nous allons parler aujourd'hui, hein. On va rappeler tout de même une piqûre de rappel à propos du code de la route. Nous allons rappeler les quelques règles de priorité que nous avons apprises jeudi dernier. Et nous allons revenir surtout sur la signalisation lumineuse tricolore. On installe tout de suite M. Dianopo. Bon, d'accord. Je l'ai compris. De toutes les façons, il est déjà installé. Monsieur Constant Dianopo, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Ça va bien, merci. Ça va. Non, prenez le temps de mettre votre cravate. Mettez-la correctement. Ok, ça va. Attendez, je vais vous aider. Comme d'habitude. Ben ouais, je vous aide à refaire correctement le nœud de la cravate. Et voilà, vous êtes bien habillé maintenant. Ok, merci Serge. Allez. Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez? Très bien madame. Bienvenue à vous. Très Soyez le bienvenu. Hein. On a commencé jeudi dernier, on a vu un peu les règles de priorité. On va les rappeler très rapidement avant de voir la leçon du jour, comme on aime si bien le dire. Et aujourd'hui, vous avez décidé de parler de la signalisation lumineuse tricolore. Très bien. Alors, les règles de priorité. Oui, nous avons dit le jeudi dernier que les intersections sont des endroits dangereux, puisque la trajectoire des routes se coupe. Ouais. Donc, avant d'aborder une intersection, le conducteur doit savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il est le premier à passer? Est-ce qu'il doit céder le passage? Et nous avons dit qu'il a 3 règles de priorité. Donc, on peut se comporter à une intersection de 3 manières différentes. On peut céder le passage aux usagers de la droite. C'est ça qu'on appelle priorité à droite. Et nous avons insisté là-dessus pour dire que la priorité à droite ne consiste pas à tourner à droite. Comme on aime si bien le croire. Voilà. Donc la priorité à droite, c'est que je cède le passage à l'usager venant de ma droite. Vous avez dit tout à l'heure, on peut céder. Comme on peut ne pas céder, c'est ça? Non, justement, j'ai dit on peut parce qu'il a 3 règles justement qu'on peut appliquer. Mais on n'applique pas 2 ou les 3 à la fois. Donc, vous pouvez appliquer la priorité à droite. C'est pourquoi je dis, vous pouvez céder le passage à droite seulement. On est d'accord. Deuxièmement, on peut céder le passage aux usagers venant aussi bien de la droite et de la gauche. C'est ça qu'on appelle perte de priorité. Et troisième possibilité, on peut passer. On appelle ça priorité de passage. Voilà. Maintenant, j'avais expliqué, j'ai insisté là-dessus, pour dire que c'est les signalisations qu'on vient rencontrer à l'intersection qui déterminent le comportement appliqué. Si l'on doit appliquer la priorité à droite, c'est les signalisations qui l'indiquent. Si l'on doit passer, d'abord, c'est les signalisations qui l'indiquent. D'accord. Et puis, il y a plusieurs sortes de signalisations. Tout à fait, monsieur Ayaka. Ouais. Il y a les panneaux de signalisation. D'accord. Et les panneaux, quand vous voyez les panneaux de route de même importance, souvent c'est des panneaux triangulaires portant une croix. Ça veut dire que les routes ont même importance. Là, la priorité à droite s'applique. D'accord. Il y a les panneaux stop et les panneaux triangle en bas qui demandent de céder et à droite et à gauche. Et j'ai insisté là-dessus pour dire, au panneau stop, on doit marquer l'arrêt. Et vous l'avez donné un bon exemple que vous avez vécu sous d'autres cieux. Bien sûr. Bien. Maintenant, il y a le cas où on peut passer. Pas encore ça. Il y a aussi les panneaux qui indiquent de passer. Le losange fond jaune ou la flèche barrée. D'accord. Les usagers le savent très bien. À part les panneaux, il y a les feux. Et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui, les signalisations lumineuses, les feux tricolores. Tout à fait. On y va? Bon, les feux tricolores parce que 3 couleurs. D'accord. On est d'accord. Oui. On les rencontre aux intersections de route. Ce que nous allons expliquer, quand nous allons prendre chaque feu, nous allons dire la règle qui s'applique à ce niveau et la variance. La variante, c'est-à-dire ce que la règle dit et ce qu'on peut aussi faire. D'accord. On est d'accord. On commence, oui. On commence par le feu vert. Tout à fait. Le feu vert, quand vous voyez le feu vert à une intersection, la règle, vous pouvez passer. Je n'ai pas dit vous devez passer. On peut.
on peut passer. Pourtant, le feu est vert. Tout à fait. La normale, c'est de passer. Exactement. Le feu est vert, n'est-ce pas? La variante, c'est quoi? J'ai dit, on peut passer. Mais la variante, c'est qu'on peut faire. La variante, c'est que si le feu est vert longtemps, vous le voyez longtemps allumé devant vous, là, plutôt, il faut se préparer à s'arrêter. Vous l'avez vu longtemps allumé, c'est allumé depuis. Vous le voyez, vous le voyez. Il ne faut pas chercher à pousser. Il faut plutôt se préparer à s'arrêter. Et pourtant, le feu est vert. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous pouvez être surpris par le feu jaune, qui annonce le rouge d'ailleurs. C'est la première variante. Entre les deux feux, on ne peut pas passer. Je dis bien, si le feu est ouvert depuis longtemps, vous l'avez vu, loin, 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 allumé, plutôt préparez-vous à vous arrêter. C'est plus sûr. On est d'accord? On est d'accord. Parce que à l'intersection, vous pouvez être surpris par le feu jaune. On est d'accord. Maintenant, si le feu vient d'être allumé, le feu est allumé, là, vous devez passer, mais avec prudence, en observant ce qui se passe sur la route transversale. Puisque sur la route transversale, voilà, sur la route transversale, il y a des conducteurs qui brûlent aussi le feu de l'autre côté. C'est pourquoi il faut... Ça, c'est les indisciplinés. Hein. Tout à fait. Et quand vous brûlez, on va venir sur le feu rouge tout à l'heure. Donc, je dis, lorsque vous avez le feu vert, il faut toujours penser que les usagers de droite et gauche, sur la route transversale, les gens peuvent brûler le feu rouge. C'est pourquoi, au feu vert, on n'accélère pas pour passer, mais on passe avec prudence. Malgré qu'on a la priorité. Malgré, je l'ai dit même la fois passée, on a la priorité, mais la priorité n'est pas absolue. Il faut être plutôt plus prudent sur les routes. La priorité n'est pas un droit, je veux dire. On est d'accord. On peut avoir la priorité et quand même céder le passage. La courtoisie. On en vient maintenant au feu jaune. Très bien. Il y a quand même une précision toujours au feu vert. Oui. Combien de temps dure-t-il? Tout à fait. Très bien. Ça, une très bonne question. Ça dépend. D'accord. Ça dépend de l'importance du trafic sur le tronçon. Je donne un exemple. Quand vous arrivez à l'Étoile Hébron, au stade de l'Amitié, le feu là, vous voyez, ça fait 160 minutes de temps. 160 minutes, ça fait 2 minutes 40 secondes. D'accord. Vous comprenez? Parce que le trafic là, c'est plus important que sur le trafic. D'accord, je vois. Vous avez compris. Donc, on peut modifier le temps de feu compte tenu de l'importance du trafic d'un côté ou de l'autre. Comme de l'autre. Ah, ça se retrouve également lorsqu'on arrive au niveau de la mosquée. Très bien, centrale. Oui, de la mosquée Ça centrale. là, je pense que c'est 140 secondes. Du Carrefour Toyota également, il y a ce feu qui dure éternellement. Oui, exactement. J'aime bien ça, elle dit que ça dure éternellement. Donc, pour le feu rouge et le feu vert, c'est ce que je peux dire. Maintenant, j'aborde le feu jaune. Le feu jaune, par contre, c'est 3-5 secondes de temps, puisque c'est un feu de transition. Ouais. Ça annonce le rouge. D'accord. Maintenant, la règle, on doit s'arrêter. Ah, vous ne connaissez pas la règle de chez nous. Hein? Quand on voit le feu jaune, mais on fonce. Mais on doit s'arrêter jusqu'à combien de temps? Parce que le feu jaune est toujours annonce le rouge. Annonce le rouge. Oui. On doit s'arrêter, attendre le feu rouge et le prochain feu vert avant de démarrer. Mais à des moments donnés, souvent autour de 21h, 22h, il y a souvent le feu jaune qui est allumé et... Ah ouais, ça c'est autre chose. Ça, c'est la lorsque ça clignote. Lorsque ça clignote, très bien. Lorsque ça clignote, nous avons parlé de ça le jeudi dernier. Quand ça clignote, vous considérez que vous abordez une intersection sans signalisation. Donc c'est la priorité à droite. Qui s'applique. On est d'accord? D'accord. Je dis bien, si les feux sont éteints, tout est éteint. Ou le jaune seul clignote, c'est la priorité à droite. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, nous sommes en train de parler de feu jaune fixe. Qui est un feu de transition, comme je vous l'ai dit. Ça annonce le rouge. Et j'ai dit la règle, on doit s'arrêter. Mais, la variante, c'est ce qu'on peut faire. On doit s'arrêter, mais on peut passer. Je l'avais expliqué. Si vous êtes déjà engagé à l'intersection et vous n'êtes plus sûr de quoi, il faut, parce qu'il ne faut pas bloquer les autres. Là, on peut passer.
Et en cas de feu rouge, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Très bien. Le dernier, le feu rouge, la règle, tout le monde la connaît. Obligation de s'arrêter. Le feu rouge, on a l'obligation de s'arrêter. C'est comme ça. Maintenant, il faut le dire, quelqu'un qui brûle le feu rouge, d'accord, excusez-moi, il est un criminel. Ou il veut se donner la mort. Là, il faut être clair. Que les gens comprennent, surtout nos jeunes qui, sur leur moto, brûlent le feu rouge là. Ils sont des criminels. Ceux qui conduisent Zéoué, c'est comme ça qu'ils appellent ça. On doit s'arrêter au feu rouge. Quand vous le brûlez, je dis, vous êtes criminel ou vous voulez vous-même vous donner la mort. On ne doit pas, en aucun cas. C'est une attitude suicidaire. Voilà. Mais à des moments donnés, il y a des policiers qui sont là, qui réglementent la situation, bien que le feu est soit rouge, on vous demande de passer. Tout à fait, tout à fait. À ce moment, est-ce qu'il faut rester là et ne pas obéir aux policiers? Vous m'amenez sur l'autre terrain, une autre explication. Quand il y a un feu tricolore et un agent est là. C'est l'agent qui prime. C'est l'agent qui prime. Feu, panneau d'intercession, c'est l'agent qui prime. Vous suivez l'indication de l'agent. Si vous avez le feu vert et l'agent demande de vous arrêter, vous arrêtez. Quand vous le voyez par exemple de face ou de dos, vous arrêtez. Et aussi, si vous avez le feu rouge, il vous demande de passer, vous passez. Ça fait un. Maintenant, il peut y avoir aussi feu et des panneaux en même temps. Les panneaux sont placés sous, si le réalisateur peut me montrer, il y a les panneaux et les feux en même temps. Donc quand il y a feu et panneaux, c'est les feux qui priment, les feux de signalisation. Vous comprenez? Lorsque les feux marchent normalement, là, vous respectez le feu et vous négligez le panneau. Voilà. Très bien. Vous voyez cette situation-là? Oui. Les feux marchent. À gauche, le panneau vous donne la priorité, le feu vous demande de vous arrêter. On suit le feu, on s'arrête. On est d'accord? D'accord. Au milieu, le feu jaune annonce le rouge. Quand bien même le panneau indique que nous sommes sur une route principale, on s'arrête, puisqu'on a dit tout à l'heure, au feu jaune, on s'arrête. Et à droite, le feu au vert, et le panneau demande de céder. Là, on passe, puisque les feux marchent normalement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a panneau, les feux ne marchent pas, il faut suivre les panneaux alors. Voilà, c'est comme ça. D'accord. De toutes les façons, est-ce qu'on est sûr quand même que chez nous, Vous voyez cette situation, les feux sont éteints. Les panneaux. Donc on suit ce que les panneaux indiquent. Exactement. Il en est de même quand le feu jaune clignote. Quand le feu jaune clignote, voilà, très bien, regardez. Là, le feu jaune clignote, on suit ce que dit le panneau. D'accord. Mais à un moment donné, moi, je peux suivre ce qui est indiqué de mon côté, mais l'autre peut ne pas respecter. Il peut y avoir altercation. Tout le monde doit respecter le code de la route. Quand vous avez une situation devant vous, il faut savoir que l'autre aussi, de l'autre côté, a une situation que lui doit respecter. C'est comme ça. C'est ce que je dis. Quand vous avez la priorité, celui qui vient en face de voir la priorité, mais sur la route transversale, les gens sont obligés de vous céder le passage. Et de leur côté, ils ont des signalisations qui leur diront céder le passage pour que ceux-là puissent passer d'abord. Est-ce qu'on m'a compris? Bien sûr. C'est ça. Maintenant, il y a une situation que je vais ajouter. Le feu au rouge. Vous suivez? Et en bas, il peut y avoir une flèche jaune ou verte clignotante à droite. Voilà, c'est très important. Quand le feu est au rouge et vous voyez une flèche. Une flèche, oui, qui nous indique... de tourner à droite. On peut tourner à droite. D'accord. Quand bien même le feu est rouge, vous pouvez tourner à droite. Mais il y a des conditions. Lesquelles? Première condition, vous devez être dans la file de droite. D'accord. Le feu est rouge, la flèche clignote à droite, le réalisateur peut nous montrer l'image, et là, vous restez à votre droite, vous cédez le passage aux piétons, et vous tournez doucement, sans gêner ceux qui ont bien sûr la priorité. D'accord. De la même façon, celui qui ne veut pas tourner, lui ne veut pas tourner, il se met, non, ça là, c'est des feux
je vais expliquer aussi ça là. D'accord. Celui qui ne veut pas tourner, lui ne doit pas alors rester serrer dans cette file de droite. Il doit rester au milieu permettant à ceux-là. Ça se remarque maintenant beaucoup au carrefour de la Sonèble. Tout à fait. Oui, il y a beaucoup d'indisciplinés qui... C'est très gênant parfois. Ils ne tournent pas et ils se mettent à droite, bloquant ici tout le trafic qui doit passer. D'accord. On a encore quelques petites minutes. Vous avez vu tout à l'heure sur l'écran des feux en forme de flèche. Oui. Jusque-là, j'ai parlé des feux ronds. Oui. On est d'accord. Oui. Les feux en forme de flèche jouent deux rôles. Vous allez tenir compte de la couleur pour passer ou s'arrêter et de la direction. D'accord. Ouais. Vous comprenez votre code. C'est vous qui me l'avez appris, donc je le comprends plus facilement. Voyez ça là, par exemple. Voyez la situation là. Celui qui est au milieu, il a la priorité, mais il doit aller à droite. Tout à fait. Et celui qui va à gauche, il se met à gauche, mais il attend. Parce que son feu est au rouge. Ouais. Donc, malgré que le feu, quand on passe de l'autre côté, même si c'est rouge, on doit s'arrêter ou bien on peut passer rouge ou vert, on peut passer. J'ai dit, on tient compte de la couleur et de votre couloir de circulation. Dans votre couloir, la flèche va quelque part, vous allez là et vous attendez le vert avant d'y aller. Merci. D'accord. Monsieur Constant Dianopo, merci beaucoup. Ok, merci, monsieur. Merci pour le cours du jour. Okay. On va se retrouver jeudi prochain pour une autre signalisation. Ok, bonne route. Merci. Merci. Bonne route à vous aussi. Merci. Et soyez prudents, c'est bien sûr cela. Allez, nous sommes bien sûr jeudi et vous le savez, comme tous les autres jeudis, nous parlons de politique par ici. On en vient maintenant à l'instant politique. On va retrouver... l'invité politique, on l'installe tout de suite, c'est l'instant politique. L'instant politique, c'est bien sûr tout à l'heure. Mesme Adisso et son invité se préparent à s'installer et ils vont nous parler ce matin du PRD, le bloc unitaire des accords et des principes. C'est bien sûr tout de suite, ce sera avec Mesme Adisso et son invité qui s'installe déjà. Voilà. Awa Sherif, bonjour. Bonjour. Jayaka, bonjour. Bonjour, Mesme Adisso, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Oui. Edmond Zissou, honorable Edmond Zissou, bonjour. Bonjour. Oui, et dans la perspective des prochaines législatives, le PRD a fusionné avec le bloc dynamique unitaire. Pourquoi ce choix? Merci beaucoup. Je crois que c'est connu de tous que le Bénin est champion d'un multipartisme intégral, c'est vrai. Donc, avec cette constitution qui a été votée en 1990, aujourd'hui, on compte plus de 250 partis sur le chiquier national politique. Alors, je ne sais pas, ça n'a pas vraiment été une bonne chose pour le Bénin, dans la mesure où on dit que lorsqu'on fait les partis politiques, on milite dans un parti politique, c'est bien sûr pour gagner, exercer le pouvoir d'État au plus haut niveau, mais le constat est amer depuis 1990. Vraiment, aucun homme ici de ces partis politiques n'a pu vraiment aller au sommet de l'État. C'est toujours entre griffes des intrus, si vous parlez ainsi, qui descendent et qui jouent la face, n'est-ce pas, aux partis politiques en place. Alors, ce n'est pas une très très bonne chose. Premier constat. Deuxième constat, ces partis politiques ne jouent pas également bien leur rôle. L'animation de la vie politique, la formation, n'est-ce pas, des cadres, pour qu'on puisse avoir un terreau d'hommes, de cadres conscients pour le développement de notre pays, ça manque beaucoup. Et c'est pourquoi le président Talon, bien sûr, a prôné, lors, n'est-ce pas, de sa candidature, qu'il faille un peu revoir le système partisan de notre pays. Faire en sorte que les partis politiques soient un nombre réduit et que effectivement ils puissent jouer leur rôle, animer la vie politique et gagner. Donc c'est dans ce cadre-là que le gouvernement
l'Assemblée nationale, vous savez, nous avons essayé donc d'élaborer une nouvelle charte des partis politiques. Cette charte qui prône le regroupement des partis politiques et surtout comment faire pour donner, ou bien faire en sorte pour donner à nos partis politiques un caractère national, en vue qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle. Faire en sorte, n'est-ce pas, que les partis politiques agissent pour pouvoir réaliser l'unité nationale pour le gouvernement du pays. Justement, dans ce cadre, au niveau de la majorité présidentielle, plusieurs blocs sont en constitution. Il y en avait 3 au départ, mais aujourd'hui, 2 évoluent, notamment donc, Dynamique Unitaire et le bloc progressiste. Et justement, au niveau du PRD, vous avez choisi d'adhérer au bloc progressiste. Pourquoi ce choix? Voilà. Donc, effectivement, dans cette dynamique, si je veux parler ici de regrouper les partis politiques, il y en avait 3 au départ, et puis nous sommes passés à 2 présentement. Tout ça pour essayer, n'est-ce pas, de réaliser l'unité nationale. Le PRD, oui, c'est vrai. Je ne sais pas. De toute façon, choisir les mots, il faut qu'on les utilise un peu plus avec mesure, parce que c'est vrai, le PRD était un bloc, TU, Dynamique Unitaire, un bloc progressiste, comme vous l'avez dit, mais il s'est fait que dans les réflexions, pour éviter, n'est-ce pas, de donner l'impression d'un passé qui n'a pas été vraiment très bien pour notre pays, à savoir donc le monstre à 3 têtes dont on a parlé souvent. Nous sommes revenus à 2. Je crois que la Dynamique Unitaire sur le bloc a souhaité travailler avec le PRD dans le cadre de l'espace de regroupement. C'est ainsi que les deux blocs se sont vus. Nous avons donc parlé ensemble, négocié, et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, nous nous sommes décidés de travailler ensemble pour réaliser, n'est-ce pas, le vœu cher au chef de l'État et le vœu cher à tout le pays, pour que le pays puisse, n'est-ce pas, avancer. Voilà. Justement, le PRD a tenu une réunion, le bureau exécutif national du PRD a tenu une réunion le dimanche 23 septembre dernier. Et à l'issue donc de cette réunion, il y a eu un communiqué final, communiqué de presse précisément, qui précise que le logo du parti en création comportera le logo du PRD dans son intégralité et sans mutilation aucune. Et puis, le même communiqué précise également que les repositionnements géopolitiques seront respectés. Dites-nous, est-ce que vous... En fait, il se dit dans l'opinion que le PRD et son chef ne maîtrisent pas les termes des négociations. Ah, ça m'étonnerait. Sinon, ça a été dit et redit. Il y a beaucoup d'instances, beaucoup de réunions. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a fait ça. Ça fait longtemps qu'on est en train de travailler. Vous savez, quand je reviens sur la question du logo, le logo du PRD, l'arc-en-ciel frappé, n'est-ce pas, du sigle PRD, c'est quand même 30 années de travail. 30 années de recherche, d'animation de la vie politique qui a conduit... Aujourd'hui, vous n'êtes plus PRD. Oui. Vous adhérez à un bloc. Oui. Dont vous n'êtes que membre. Oui. Donc, nous avons dû donc travailler, négocier pour qu'effectivement, dans le logo du nouveau parti qui va naître, le logo du PRD soit effectivement maintenu, comme vous l'avez dit, intégralement, sans mutilation aucune. Parce que ça servirait à tout le monde. C'est un logo qui est déjà connu, tout le monde connaît ça. On n'aura pas de difficultés à pénétrer les populations, à expliquer. On connaît. Donc c'est dans l'avantage de tout le monde que les deux blocs ont décidé qu'effectivement que... Mais vous avez adhéré quand même au parti le 18, vous avez adhéré au bloc le 18 septembre. Oui. Et puis votre réunion a eu lieu le 23 septembre. Que s'est-il passé? Est-ce que après avoir adhéré, c'est maintenant, vous avez compris qu'il y a des préalables qu'il fallait prendre? Que s'est-il passé? Non. D'abord, il y a eu des négociations. Il y a eu un travail qui a été fait entre les politiques. Et à ce niveau-là, nous avons pris déjà toutes les dispositions dont parle, n'est-ce pas, le communiqué. À savoir que nous n'avons pas exigé, nous avons donc souhaité. Ça a été accepté par nos partenaires. Et si le bloc en décidait autrement? Non, je pense que si le bloc en décidait autrement, ce ne serait pas bon pour le bloc. Parce que c'est utile, le fait de garder de façon intégrale
ce logo, n'est-ce pas, de PRD. Vous direz la même chose des autres partis qui vont se fondre dans Dynamique Unitaire et à quoi va ressembler ce logo-là si désormais il devrait comporter une soixantaine d'autres logos? Justement, ce qui est sûr, nous n'allons pas aller à une soixantaine de logos dans un logo unique. Ce n'est pas vraiment une très bonne chose parce qu'il ne faut pas fatiguer, n'est-ce pas, les militants, les électeurs au moment donc des élections. Il faut faire en sorte, n'est-ce pas, qu'on vous distingue très rapidement. Je crois que dans la dynamique, dans le bloc que nous voulons constituer, il y a une soixantaine de partis, comme vous l'avez dit. C'est vrai, je ne veux pas dire que les partis ne se valent pas. Bon, c'est parti. Mais quand on va dans un marché et qu'il y a beaucoup de moutons, ces moutons-là ne sont pas les mêmes, ils ne coûtent pas les mêmes prix. Vous voyez, tout le monde sait. J'ai du mal à dire ça, mais c'est comme ça. Pourtant, on se rappelle pourtant que lors du congrès de décembre 2017, le président du PRD avait déjà dit à l'époque que vous êtes prêts, je cite le verbatim, il dit « Nous sommes prêts à disparaître pour que le paysage politique national soit assaini. Oui. » Et aujourd'hui, si vous tenez si tant à ce logo et puis à tous les autres, est-ce qu'il n'y a pas une certaine identité PRD auquel on s'accroche coûte que coûte? Non, on ne s'y accroche pas coûte que coûte. Le fait de vouloir maintenir, n'est-ce pas, ce logo-là, comme je vous l'ai dit là, c'est dans l'intérêt de tous. Parce que ça facilitera, n'est-ce pas, les choix. Au niveau, n'est-ce pas, il est bien possible que les autres n'adhèrent pas à votre vue. Oui, justement, mais on ne peut pas mettre 60 logos dans un pour considérer un seul logo. C'est pourquoi je disais que les principaux, si vous voulez qu'on parle comme ça, je crois que les principaux logos, on va essayer de voir comment combiner ça, en tout cas, pour que tout le monde s'y retrouve. C'est vrai qu'il n'y a pas 60 logos qui seront dedans, mais au moins, je crois que les principaux, on essaiera de faire en sorte qu'ils se retrouvent dedans, pour faciliter les choix au moment, n'est-ce pas, des élections. Quand vous tenez à maintenir votre logo, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y aura une guerre de leadership à ce niveau? Bon, tenir à maintenir notre logo, bon, je ne sais pas, de toute façon, j'ai déjà dit que c'est dans l'intérêt de tous. Maintenant, guerre de leadership, ce n'est pas notre problème, pas forcément. Nous sommes prêts à céder tout ce qu'on doit céder, n'est-ce pas, pour que l'unité nationale se réalise effectivement à partir, n'est-ce pas, de ces partis politiques-là. Nous sommes prêts à céder, le PRD est prêt à céder ça. Le PRD insiste aussi sur le respect du positionnement géopolitique des formations membres de ce bloc. Très important. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, chaque caïman a son marigot. Un peu aussi au temps de la Révolution, c'est ce qu'on disait. Le PRD a des fiefs, comme, qu'est-ce que je veux dire, Falafia a des fiefs, comme RB a des fiefs, etc., etc. Vous voyez, je crois que dans ce partenariat, dans ce travail d'ensemble que nous allons faire, nous n'allons pas nous brusquer outre mesure. Nous allons nous entendre pour que, effectivement, tout en travaillant, tout en voulant se faire réélire, que nous ne brisons pas les intérêts des uns et des autres. Pourtant, le PRD se targuait d'être un parti à couverture nationale. Et puis, on se rappelle tout de même que le PRD a pu avoir des députés un peu partout. Pourquoi insister aujourd'hui sur un positionnement géopolitique? Si on vous positionnait n'importe où, même à Agbaïzon, est-ce que vous allez refuser? Non, vous savez que les populations se retrouvent à travers leurs hommes politiques. Moi, je ne crois pas que Edmond Zissou, comme il y a Boycon ou Agbaïzon, tout ça, que ça donnerait quelque chose. C'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, respecter, n'est-ce pas, les acquis géopolitiques, n'est-ce pas, de chacun, pour que les populations qui doivent aller voter se retrouvent à travers leurs représentants, Seja Yaka, Madame Awa Sherif, etc., etc. Voilà. Avez-vous l'impression d'être en train de bien manager? Oui, il n'y a pas de souci. Dans la mesure où ça a été dit, reconnu, à travers, n'est-ce pas, par tous les partenaires qui se sont assis autour d'une table pour décider tout ça. Donc nous n'avons fait que le dimanche 23 rendre compte aux instances. Nous avons commencé une démarche maintenant parce que après toutes ces négociations, il faut rendre compte. C'est vrai que à notre dernier au 4e congrès, la décision a été prise. L'unité nationale à travers les partis politiques, ça a été déjà pris. Donc nous avons Kictus avait été donné au chef du parti et aux membres de pouvoir négocier. Nous avons négocié à ce point. Le 23, nous avons rendu compte à l'instance supérieure, n'est-ce pas, à l'une des instances importantes, n'est-ce pas, de notre parti, à savoir la direction exécutive nationale, élargie aux maires, aux députés, n'est-ce pas, du parti. Nous avons rendu compte, n'est-ce pas, de là où nous sommes parvenus, avant de continuer, parce qu'on n'a pas fini.
On n'a pas fini. Donc, je crois que nous avons reçu, n'est-ce pas, au cours de ce compte rendu-là, le quitus, n'est-ce pas, de ces responsables politiques que nous avons rencontrés pour continuer, n'est-ce pas, les négociations et aboutir effectivement à réaliser ce vœu cher, n'est-ce pas, au chef de l'État et à tous. Les exigences du PRD sont telles que certains se permettent de dire que le président Mbidji évolue en mode hold-up. Que répondez-vous à ça? Non, je pense pas. Je crois que nous évoluons normalement. Nous sommes à une table de négociation. Effectivement, lorsqu'on est à une table de négociation, chacun pose ses problèmes, ses préoccupations, ses soucis. Ça a été posé à tous les niveaux. Les autres aussi ont posé des soucis, des préoccupations et des exigences que nous avons essayé de faire. Tout à l'heure, vous avez parlé, n'est-ce pas, par exemple, de la guerre de leadership. À ce niveau, par exemple, vous voyez, on a cédé tout en disant le logo, maintenir le logo PRD pour l'intérêt de tout le monde. Nous avons dit, bon, gérer le parti, être président du parti, ceci, là, ce n'est pas notre problème. L'essentiel est que le BD gagne. Et c'est ce que le PRD fait. Donc, le président du PRD, M. Adrien Ngoudi, n'a jamais évolué en mode hold-up. C'est un partenaire sérieux qui joue quatre sur table. Donc l'essentiel, c'est que le Bénin gagne. Même si on ne gardait pas le logo, ce ne serait pas un problème majeur. Non, justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Si on ne garde pas le logo PRD, je crois que quelque part, il y aura des manques à gagner. Des manques à gagner, si on peut parler comme ça. C'est plus dans l'intérêt de tous, c'est plus facile pour nous de garder ce logo-là et de pouvoir gagner. Vous sortez du fin fond, n'est-ce pas, de Kétou là-bas jusqu'au fin fond de Malaville, que lorsqu'on place le logo PRD, je crois que l'arc-en-ciel est connu de tout le monde. Oui. Donc, ça va être facile. Ça va être facile. Donc, grâce à l'arc-en-ciel, on reconnaîtra plus facilement dynamique unitaire. Bien sûr, tout ça. Oui, voilà, merci. Le logo étant bien connu. Alors, dans ce bloc, le PRD évolue aux côtés d'autres coalitions comme le Bénin en route. Quel type de collaboration comptez-vous avoir avec ces grands regroupements afin d'avoir de bons résultats aux prochaines législatives pour l'intérêt justement de la majorité présidentielle? Pas de collaboration particulière, autre que ce que nous faisons dans nos paroisses, je peux parler comme ça, politiques, c'est de parler ensemble, c'est de se parler, c'est de négocier, c'est de monter des projets de société ensemble, des programmes ensemble, des fiches pour l'animation de la vie politique ensemble, etc., etc. Et puis, lors des échéances, parler également, se parler pour voir lesquels hommes positionnés à gauche ou à droite afin de gagner. Je crois que c'est un peu comme ça la collaboration. Avec la constitution de grands ensembles aujourd'hui, quel sort pour certains partis politiques comme le PRD? Quel sort politique pour le PRD? Le PRD n'a pas de souci, seul ou ensemble. Je crois qu'ensemble on est plus fort, en plus. Ensemble on est plus fort en plus. Donc, le PRD, aux instances, n'est-ce pas, les instances supérieures du parti, nous avons déjà donné carte blanche de pouvoir aller vers les grands regroupements. Aujourd'hui, nous sommes prêts à disparaître en griffe, pour l'intérêt, n'est-ce pas, de la nation. Donc, un sort particulier, je ne sais pas. Le PRD est un parti qui gagne, le PRD est un parti qui continuera de gagner. Quel que soit là où il se retrouve. Mais ensemble, on est toujours plus fort. Oui, c'est ça que je dis. Ensemble, on est toujours plus fort. Nous avons préféré être ensemble. Et aujourd'hui, c'est même le choix. Parce que la charte politique que nous avons votée, quand même, l'impose un peu. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, au nom de l'unité nationale, il faut d'abord avoir une base de suffrage. 10%. 10% pour pouvoir d'abord être éligible. Ça, c'est le premier facteur qui nous oblige à rester ensemble. Et plus tard, il faut... Vous n'êtes plus sûr de les obtenir, c'est cela? Bon, on ne manque pas de sûreté. Le PRD ne manque pas de sûreté. Est-ce que tout seul le PRD peut avoir les 10%? On peut bien avoir les 10%. Nous avons toujours 10%. Avec la nouvelle charte, des partis politiques et le nouveau code électoral, qu'est-ce que le PRD tout seul peut peser sur le terrain? Beaucoup de choses. Je crois que le PRD reste un PRD. C'est un parti ancré. Nous n'avons jamais eu d'inquiétude
Hein. Nous avons voulu tout simplement satisfaire, n'est-ce pas, un peu à notre vœu aussi, qui est donc de nettoyer un peu l'échiquier politique national en ce qui concerne les partis politiques. Nous avons voulu ça. Sinon, bon, le PRD toute seule peut continuer à travailler et pouvoir réussir. Hein. Ce n'est pas un problème. Vous me permettez de revenir quand même sur les propos du président Adrien Ogbedji lors de ce congrès que j'évoquais de décembre 2017. Il a dit quelque part que le PRD a mûri dans la douleur, mais également dans l'hostilité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que pendant 25 ans, ça a été tel quel que vous mettez déjà les garde-fous de cette façon aussi précieuse et sérieuse? Oui, c'est ça. C'est 25 années, 30 années de travail au niveau du PRD. Nous avons eu le temps de comprendre les choses, d'avoir une certaine maîtrise, n'est-ce pas, du terrain, de pouvoir manager les choses d'une manière ou d'une autre. À partir de ce moment-là, voilà, là où nous en sommes, c'est vrai que ce n'est pas sans douleur. Pas sans douleur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut encore davantage chercher à gagner, à s'affirmer sur le terrain, mais pas tout seul. Mais en même temps, vos adversaires vous accusent toujours d'être les premiers à vouloir partir. Est-ce que vous ne feriez pas la même chose avec Dynamique Unitaire? C'est vrai que nous avons des valeurs. Le PRD a des valeurs, a ses soucis, a ses préoccupations. Nous pensons que lorsque ces valeurs-là sont respectées au niveau des partenaires, je crois qu'il n'y aura pas de porte à craquer. C'est les autres qui vous déçoivent, vous ne décevez pas. Voilà, on essaye de ne pas décevoir, étant donné que nous sommes un parti discipliné, très discipliné. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous allez avec prudence? C'est vrai que c'est toute une nouvelle chose qu'on construit. On ne peut pas aller avec toutes les assurances. On doit aller pas à pas. Et c'est pourquoi justement nous avons fait le dimanche 23 cette réunion de compte rendu et de recueillement d'un certain nombre de données, de recommandations, etc., au niveau de nos responsables. Vous voyez, nous avons donc collecté beaucoup d'informations, ils nous ont donné beaucoup d'éléments pour continuer. Donc, comme vous le dites, n'est-ce pas, on va assurément, mais prudemment également. Actualité politique au Parlement avec le vote du budget de l'institution. Vous avez suivi un peu les propos tenus par l'honorable Rondeté. Votre réaction? C'est simple. Moi, j'ai eu à le dire là-bas lors de mes interventions. Je crois que nous n'allons pas nous attacher au texte de la nation. C'est vrai que tout le temps, l'Assemblée nationale, c'est vrai, a eu l'autonomie financière. Mais comme je l'ai dit là-bas déjà une fois, cette autonomie évolue dans un pays, dans une nation, dans un contexte donné. Imaginez-vous aujourd'hui, pendant que tout le monde, on demande aux populations, n'est-ce pas, de serrer les ceintures, de faire en sorte que le pays soit bien géré, que les ressources du pays soient bien partagées. L'Assemblée nationale se donne, n'est-ce pas, le plaisir de passer d'un budget de 14 milliards en 2018 à 30 milliards ou à 27 milliards. C'est inimaginable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous et autres citoyens, n'est-ce pas, du pays allez penser, n'est-ce pas, de nous députés. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes autonomes. Et ça veut dire, la loi, les dispositions légales disent que l'Assemblée nationale vote son budget et l'impose, n'est-ce pas, à l'exécutif. Mais il faut être raisonnable. Ce n'est pas pour ça là que nous allons quand même. Un budget qui est sans investissement. Il n'y a pas d'investissement dedans, il n'y a que le fonctionnement. Il n'y a que l'achat des véhicules, il n'y a que l'achat des fournitures, il n'y a que l'achat des ordinateurs. Non, je crois que moi, en tout cas personnellement, je n'ai pas voulu voter un tel budget. Je pense que vous et nous, vous et autres de la population, n'accepterez vraiment pas de voter tel. C'est vrai, M. Rondeté a parlé, c'est son droit, ce qu'il a dit est juste. Mais il faut inscrire tout ça là, dans un contexte national. C'est là le débat. Il n'était pas seul à parler, il y a aussi l'honorable Ouli Valentin. Oui, on sait. Et tout ça là, c'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose. Il faut inscrire tout ça là, dans une dynamique nationale, dans un contexte national, que nous vivons, que les populations vivent.
pas. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. 83 députés multipliés par combien de véhicules de 50... combien, moi, j'en ai eu quelque chose de 32 millions. 50 millions maximum pour des gens qui sont en de niveau. Ça va combien? Et puis, les véhicules s'amortissent. Il y a quand même un délai d'amortissement. Ouais. Et tout ça, on respecte. Tout ça, après, c'est un véhicule qu'on a acheté parce que c'est l'autre... parce que c'est au cours d'une législature donnée, 2 ans, à peine qu'il aura fait 2 ans, on dit bon, ben, il faut changer. Il faut changer. Quand même, on ne peut pas gérer le pays comme ça. On ne peut pas gérer. Moi, je ne suis pas d'accord, en tout cas. Ceux qui ont parlé ont effectivement choses. Je ne peux pas dire qu'ils ont peut-être raison. Parce qu'eux, ils s'attachent aux dispositions légales. Mais nous qui sommes contre, nous pensons à faire en sorte que, à participer, n'est-ce pas, à cet assainissement des finances du pays. Ouais, mais de cette façon, est-ce que vous ne fragilisez pas un peu l'institution elle-même? Est-ce que vous ne donnez pas raison également à ceux qui pensent que l'Assemblée nationale devient une caisse de résonance? C'est pas. De toute façon, nous avons tergiversé, on a gardé le budget pendant longtemps. Le gouvernement ne pourra pas continuer à attendre. Le chef de l'État devrait voyager, quand même. Il faut être sage. Le chef de l'État, donc, on a tergiversé à tourner en rond. Le gouvernement a voté un budget. Mais je tiens à dire qu'un budget général de l'État n'est vraiment qu'un budget général de l'État qu'à partir du moment où il finit de passer par l'Assemblée nationale. Donc, c'est le cas d'avant-projet. Nous allons amender. Nous allons voter notre... Bon, ça a été déjà fait, dans la douleur, bien sûr, dans la division, mais nous avons le budget déjà voté. Quand ça sera au niveau de l'Assemblée nationale, quand l'autre est déjà aussi adressé. Quand on va commencer la session, nous allons insérer notre budget, voter. Maintenant, c'est un truc à environ 18 milliards. Là, c'est raisonnable. Nous allons l'insérer, vous allez voir. Le gouvernement ne peut pas refuser, puis c'est les tests qui l'indiquent. Mais est-ce que, parce que nous avons tergiversé, nous avons voulu faire quelque chose qui n'est pas très, très catholique, et le gouvernement va attendre aussi longtemps? Autre question politique importante. Honorable Djanotin et consorts, Amadou Djibril et consorts, qui sont aussi d'anciens ministres, seront jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je crois que la lutte contre la corruption, l'assainissement, n'est-ce pas, du pays, etc., ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le gouvernement défunt, que ce soit de Sogro, de Kérékou, de Yahi, etc., il y a toujours eu ces intentions d'aller vers l'assainissement, n'est-ce pas, du pays, l'enrichissement illicite, la bonne gestion, n'est-ce pas, des ressources publiques. Et c'est vrai, pendant longtemps, ça n'a pas pu se réaliser. Le président Talon a dit, moi je veux le faire. Et au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons voté tout ce qu'on doit voter pour que, effectivement, cette liste soit une réalité sur le terrain. À partir de ce moment-là, ceux qui ont un certain nombre de dossiers, le procureur de la République, etc., a demandé, a voulu les écouter. Les députés ont levé les immunités nécessaires, ont pris les dispositions nécessaires, ont voté la poursuite nécessaire, etc., etc. Et aujourd'hui, ils sont donc... il a été décidé non pas de les écouter, nous avons donc de la criette, comme vous l'avez dit. Je crois que ce n'est que des suppositions. C'est sûr de plus en plus que Sébastien Adjavon passera par là. Ah, moi, je n'ai pas appris ça. Je sais que